Soyez les bienvenus dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale, Cameroun, notre dossier du jour sera consacré au développement du port en eau profonde de Kribi. Au sommaire également, visite d'État du président des Comores, Azali Assoumani, en France, ce mardi 4 octobre 2016. Et puis, le sit-in du Front populaire ivoirien devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sera-t-il maintenu? Eh bien, nous en parlerons. Nous en parlerons avec notre invitée, Karine Ruth. Bonsoir. Bonsoir, Kadila. Alors, vous êtes journaliste camerounaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Avec nous également sur ce plateau, nos éditorialistes Daouda Tal. Daouda, bonsoir. Bonsoir, Graziella, et bonsoir à toutes et à tous. Et Alfred Chango. Bonsoir, Alfred. Très heureux de vous retrouver autour de ce plateau, Graziella, et puis très heureux aussi d'avoir Karine autour de ce plateau, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Tout de suite, c'est l'info du jour. Je vous le disais en titre, le président des Comores, Azali Assoumani, a été reçu ce mardi 4 octobre 2016 au palais de l'Élysée par le président français François Hollande. Retour sur cette visite de travail avec notre envoyé spécial Paul de Singwe. L'entretien aura duré une demi-heure. Au menu des discussions entre les deux chefs d'État, le litige qui oppose les Comores et la France sur l'appartenance de Mayotte. Pour le président comorien, il est désormais urgent de trouver une solution à ce conflit qui dure depuis près d'un demi-siècle. Nous avons un contentieux effectivement avec la France, on connaît, c'est le problème de Mayotte. Le problème, à notre niveau, on le pose. Et là, il y a une commission qui va nous faire les propositions concrètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant une feuille de route. Parce que concrètement, c'est comme si on peut claquer les doigts. On ne peut pas. L'ONU a claqué, pas de ressources, ça n'a pas donné de réponse. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on fait confiance à ce comité paritaire qui sera composé par des autorités françaises et des autorités comoriennes pour discuter et nous faire les propositions qu'on va valider pour essayer comment les mettre en place. Je ne peux pas vous dire que nous sommes le mois d'octobre et d'ici décembre, voilà ce que je fais. Je ne peux pas vous dire. Sinon je vais mentir. La vérité, un problème qui dure, ça fait 41 ans. J'espère qu'on ne va pas mettre 41 ans pour trouver une solution. Mais réaliser que ce n'est pas facile. C'est-à-dire la solution qu'on aurait pu trouver en 1975 ou en 1985 ou en 1995, en 2005, à chaque fois qu'on avance, la situation devient difficile, d'après ce qu'on constate maintenant. Malgré les différends qui les opposent, la France et les Comores entretiennent de fortes relations bilatérales. Mais depuis l'instauration en 1995 d'un visa supprimant la liberté de circulation entre Mayotte et les Comores, cette amitié a baissé d'un cran. À Maroni, la capitale des Comores, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer la rétrocession de Mayotte. Vous savez que les Comores, c'est un archipel de 4 îles, où il y a eu toujours une circulation depuis des millénaires. Il y a un Comorien d'Anjouan, un cousin, un frère à Mayotte, ou un grand Comore à Moélie. Donc, le fait qu'il y ait depuis 20 ans le visa baladure qui impacte en paix les déplacements a fait que ça a fait en sorte que la circulation entre Mayotte et les 3 autres îles devient hypothétique. Donc, du coup, les gens veulent aller voir leurs cousins, aller partir, et ils ne peuvent pas, parce qu'il faut un visa. Donc, faute de visa, les gens prennent des risques, ils entrent dans des barques et ils se noient dans la mer, que Mayotte rejoigne ses îles sœurs et qu'il y ait une coopération. Bien sûr, ça ne veut pas se faire du jour au lendemain, mais sur le long terme. Dans sa résolution 376 du 17 octobre 1975, l'ONU avait demandé à la France de rendre Mayotte aux Comores. Mais depuis, il n'en est rien. L'Élysée considère toujours Mayotte comme étant un département français. Alors avant de nous pencher sur les enjeux de cette visite, peut-être déjà revenir sur la nature des relations bilatérales entre la France et les Comores. Karine, quelle est-elle ? Alors, moi, je pense que c'est une relation qui va effectivement se baser sur un contentieux. Mayotte est désormais un département français, donc ça veut dire que les Mahorais, en tout cas, jouissent de toutes les bonnes choses qu'on peut avoir en tant que citoyen français. Maintenant, les Comores, qu'est-ce qu'ils veulent ? Quand j'entends les menaces en fait du président Assoumani, comment veut-il qu'on règle le problème ? Est-ce qu'il faut du coup assouplir la loi pour les Comoriens qui veulent se rendre à Mayotte, même si évidemment ils évoquent la question de la circulation, qu'ils sont cousins, ce sont des îles qui sont effectivement de la même famille, mais
Aujourd'hui, on est face à cette réalité-là. Mayotte est désormais un département français, donc il me semble un tout petit peu difficile, en tout cas pour les Comores, d'avoir une autre relation avec la France. Alors, dans sa résolution 376, l'ONU avait demandé, Alfred, à la France de rendre les Comores. Pourquoi, finalement, la France refuse de céder cette île? D'abord, c'est une résolution qui date par rapport à la réalité politique aujourd'hui de Mayotte et même à la réalité politique des Comores. Pourquoi la France? Mais il y a eu un référendum qui a été organisé, qui a fait que tous les Mahorais ont voté pour rester dans la République française. Donc la question est tranchée. Et l'irrédentisme comorien est tout à fait compréhensible, mais c'est une question idéologique. Simplement par rapport au fait que, d'ailleurs, ils reconnaissent que les Mahorais sont leurs cousins. Évidemment qu'il y a des familles qui sont entre la grande Comore et puis Mayotte. La France, dans sa situation actuelle, ne voudrait point justement se priver de ces bouts, ces confettis d'îles, de territoires qui sont et départements éparpillés à travers le monde, parce que ça réduirait la superficie géostratégique, géopolitique de la France. Et donc a tout fait effectivement pour régler le problème pacifiquement par la voie du droit. Maintenant qu'Assoumani espère que d'ici une quarantaine d'années, peut-être que la question va être réglée, je pense que ce que Karine a suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire l'assouplissement des conditions de déplacement des Comoriens vers Mayotte, peut-être ça pourrait être une solution, mais de toute façon la commission mixte ne peut faire qu'une proposition technique, mais qui n'ira pas dans l'idée de la rétrocession de ces territoires aux Comores. Daouda, quel est votre point de vue sur cette question? Oui, bon, je pense que la situation a été assez bien résumée. Moi, je crois qu'il faut quand même j'espère que cette commission dont parle le président comorien trouvera une solution dans le déplacement des populations, essentiellement dans le déplacement des populations, parce que, comme ça a été rappelé, c'est les mêmes familles. Quand on prend les quatre îles, la Grande Comore, Mayotte, Anjouan et Moélie, on est autour d'1 million d'habitants. C'est quand même pas difficile à régler cette situation. Il ne s'agit pas d'arriver d'immigrés massifs dans la région. Et puis on sait aussi que la France a quand même des intérêts géostratégiques, comme l'a rappelé effectivement Alfred, dans la région. Il y a un grand centre d'écoute qui a été mis en service en 2000, à Mayotte même, dans ce qu'on appelle la Petite Terre. Donc on sait très bien que le canal du Mozambique est également riche quand même en termes de ressources, etc. Et donc, bon, je pense que la France ne sera pas prête à lâcher ses intérêts à ce niveau-là. Ce qui est quand même regrettable, c'est aussi, là on parle des déplacements de population entre les autres îles, principalement la Grande Comore et Mayotte, mais n'oublions pas qu'au sein même de la population mahoraise, les prix ont grimpé, il y a des importations françaises qui arrivent, etc. Et c'est sans doute le territoire d'outre-mer le plus pauvre de l'ensemble des DOM. Bon, j'espère quand même qu'une solution sera trouvée pour fluidifier tout ça. Eh ben justement, outre ce litige, il y a tout de même un enjeu économique entre la France et les Comores, Karine. Alors oui, il y a un enjeu économique, mais comme l'a souligné justement Daouda, il faut quand même rappeler que Mayotte posait un problème à la France, c'est-à-dire qu'on a quand même une énorme circulation des populations, le taux de pauvreté. D'ailleurs, on avait fait, il me semble, il y a quelques années, un reportage, n'est-ce pas, sur la vie à Mayotte, qui était des conditions les plus pauvres, avec des femmes qui avaient un boom démographique aussi. Donc il va falloir régler ce problème-là. Maintenant, ça doit quand même arranger, je pense, certains qui vont partir, comme on dit, de la métropole pour s'y installer et puis développer une activité sur place. Je pense que ça présente un intérêt, évidemment. Dans l'actualité également, le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu ce mardi 4 octobre le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Une rencontre sur fond de tension née de l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale lancé par le FPI contre le projet de réforme constitutionnelle voulu par le président Alassane Ouattara. Daouda, avant de s'intéresser à la position du Front populaire ivoirien, peut-être déjà revenir
revenir sur les grandes lignes de ce projet de réforme constitutionnelle. Que prévoit-il concrètement ? Je pense qu'il y a quand même des innovations majeures, malgré les contestations. Je prends l'exemple de constitutionnaliser le droit à un environnement sain. Ça permet, par exemple, que d'autres des entreprises qui viennent exploiter et pourrir l'environnement des Ivoiriens, qu'on puisse les attaquer. Il y a aussi, il y a eu des avancées apparemment au niveau de tout ce qui est l'égalité homme-femme. Bon, c'est pas la parité encore, mais l'intérêt de mettre des principes dans la Constitution, c'est vraiment de pouvoir développer des lois organiques par la suite. Et que comme il y a une société civile assez bouillonnante quand même en Côte d'Ivoire, celle-ci ne tardera certainement pas à interpeller le gouvernement sur un certain nombre de questions en leur disant c'est un droit constitutionnel, c'est dans le préambule ou c'est dans le corps du texte, il faut une loi pour aller dans ce sens. Bon, je reviendrai aussi sur les droits et les libertés. Ça a été renforcé, le rôle de la société civile a été reconnu constitutionnellement et ça, c'est pas le cas dans tous les pays. Donc, il y a un certain nombre d'avancées. Maintenant, je pense que j'émets une réserve sur l'institution du Sénat parce que moi, je trouve que c'est budgétivore. Et puis, quand on sait que bon, il y a les 2 tiers qui seront élus, l'autre partie sera nommé par le président de la République, bon, d'après ce que j'en ai retenu. Une autre réserve peut concerner aussi le ticket président-vice-président. Vous savez, ça a été essayé par Abdoulaye Wade au Sénégal, ça n'a pas marché parce que les Sénégalais n'en ont pas voulu. Comparaison n'est pas raison, mais bon, quand même, on ne va pas faire le scénario à la russe. Je ne sais pas trop quel est l'intérêt à ce niveau-là. Le président de la République reste l'exécutif. Maintenant, il peut déléguer des pouvoirs au vice-président quand il n'est pas là, etc. Mais j'ai du mal à cerner vraiment l'intérêt d'un poste de vice-président en Côte d'Ivoire. Mais globalement, je note des avancées complètement intéressantes, des avancées en termes de liberté, en termes de droits des citoyens, en termes de droits économiques. Pour moi, c'est globalement positif. Alors, Karina Daouda a parlé du poste de la création, du poste de vice-président qui crée donc des polémiques. Mais quels sont les autres points d'achoppement contenus dans ce projet de réforme constitutionnelle? Alors moi, je ne suis pas du tout du même avis que Daouda, parce que effectivement, ce que le Front populaire ivoirien réclame, c'est que cette constitution a été préparée un peu comme ça en secret. On ne sait pas clairement ce qu'elle contient. Elle va être présentée, tout le monde va découvrir ce que contient cette constitution. Ça a été publié. Oui, mais pour Les moi, grandes lignes, c'est le projet qui a été publié. C'est pas tout à fait clair. Moi, ce que je note, pour l'instant, j'ai pas vu l'intégralité de ce qui est proposé en termes de réforme. Et puis, par ailleurs, ce que je plains d'ailleurs, c'est que l'Afrique subsaharienne est confrontée à cela. C'est-à-dire qu'on représente désormais un laboratoire politique. On est dans une démocratie, normalement, l'opposition doit être appelée à la table. S'il y a effectivement un projet de réforme, c'est toute la société entière. Il n'y a pas que le pouvoir qui doit participer, n'est-ce pas, à la rédaction de cette constitution. Maintenant, moi, je veux bien savoir quels seront les pouvoirs, effectivement, du vice-président, comment est-ce qu'il sera nommé ou élu. Enfin, autant de questions avant, effectivement, de me prononcer là-dessus. Alors, Alfred, dans un hémicycle composé à une très large majorité des membres de la coalition au pouvoir, on imagine que ce projet passera. Oui, sans aucun doute. Parce que justement, ça a été voulu ainsi par Alassane Dramane Ouattara. Mais je dirais que par rapport justement à l'Assemblée nationale, la faute revient au FPI, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu participer à des élections, croyant toujours au retour du sauveur, c'est-à-dire Gbagbo. Et malheureusement, lorsque à la dernière élection présidentielle à Finguessan, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas laisser le vide, justement, il s'est présenté, il avait été lâché par le FPI. Et lorsqu'il a fait un score honorable, tout d'un coup, le FPI, Karankara, essaie de se retrouver autour de sa personne. Et donc, ça facilite justement la tâche à Alassane Dramane Ouattara de proposer cette constitution à l'Assemblée. J'ai cru comprendre qu'après, il y aura un référendum. Pourquoi pas? Mais que se passerait-il si le référendum rejetait, comme en Colombie, on vient de le voir.
Est-ce qu'il a un plan B pour faire avaliser cette réforme de la Constitution? Mais je suis tout à fait d'accord avec Karine lorsqu'elle rappelle simplement que le point d'achoppement pour le FPI, c'est qu'elle a l'impression d'avoir été isolée, ben voilà, qu'ils n'ont pas été... Mais ça aussi, ce jeu-là, c'est toujours à l'intérieur du Front patriotique ivoirien un jeu de pouvoir, de savoir qui est véritablement le représentant de ce parti, puisque Afin-N'Guessan est toujours contesté. Merci Alfred pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.